Avant de commencer mon exposé, je vais commencer par une confession. Pour reprendre la classification utilisée par un de mes prédécesseurs au micro, je fais partie des gens d'en haut et pas des gens d'en bas. Donc, mon expérience se situe évidemment plus au niveau superstructure. Maintenant, je pense avoir été invité ici pour deux raisons. La première, c'est peut-être de pouvoir donner un autre éclairage sur certains aspects liés au dimensionnement des fondations en situation sismique. L'autre, c'est qu'en fait, je suis président du comité miroir belge pour la partie pour l'application de l'Eurocode 8 pour la partie bâtiment, et que donc, en ce qui concerne le cadre réglementaire et la procédure d'application, je pense pouvoir vous donner une bonne idée du contexte. Le bon côté, c'est qu'une série de choses que j'avais prévu de présenter ont déjà été présentées par d'autres qui ont pu le faire certainement beaucoup mieux que tout ce que je pourrais faire, notamment au niveau des pieux. Je commencerai donc par l'application, le contexte réglementaire qui en fait est beaucoup plus souple qu'au niveau français, puisque le statut de l'Eurocode 8 en Belgique est exactement le même statut que les autres normes de construction. Autrement dit, ce n'est pas un règlement, ça reste, comme pour les autres normes, un état de l'art technique que les concepteurs ne sont pas censés ignorer. Autrement dit, ça veut dire beaucoup, en même temps rien du tout. Il n'y a pas de problème qui vont se poser au niveau réglementaire tant qu'aucun problème ne va se présenter, tant qu'aucun litige ne va se présenter. Donc, autrement dit, il n'y a pas obligation légale d'application, contrairement à la réglementation incendie, par exemple, qui a été citée aussi pour le contexte français, qui, au niveau belge, est bel et bien d'application réglementaire. Concernant la partie 5 proprement dit, puisque c'est quand même le nœud du problème pour la journée d'aujourd'hui, l'annexe nationale belge a simplement consisté à valider l'ensemble des valeurs recommandées pour les paramètres dont le choix peut être fixé au niveau national, sans prendre la peine de rédiger de cahiers complémentaires, comme ça a été fait notamment, comme ça vient d'être présenté pour les pieds au niveau français. Donc, globalement, ce dont on dispose comme information, c'est ce qui se trouve au niveau du code proprement dit, c'est-à-dire d'abord les propriétés de sol et les essais minima requis pour la caractérisation des sols nécessaires aux évaluations en situation sismique, quelques prescriptions relatives au choix du site et au sol de fondation, y compris des aspects de stabilité de pente, risque de liquéfaction, et les reconnaissances études de sol demandées. Puis alors arrive le nœud, enfin le point principal au niveau des dimensionnements sont les systèmes de fondation et les interactions sur la structure, et des aspects sur l'ouvrage de soutènement. Donc en fait j'ai ici résumé de manière très rapide la table des matières de la partie 5. Maintenant, en admettant que les conditions d'application de l'Eurocode 8 soient réglementaires, où en est-on si on compare à la situation française? Donc la carte de zonage, vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises aujourd'hui. La classification du risque sismique se fait sur base du produit gamma-I AGRS, c'est-à-dire facteur d'importance lié à l'utilisation du bâtiment, accélération de référence au niveau du rocher et coefficient de sol. Et en fonction du produit de ces trois paramètres, on définit une zone de sismicité très faible, autrement dit sismicité a priori négligeable au niveau du dimensionnement, sismicité faible et sismicité modérée. En sismicité, la différence principale entre sismicité faible et sismicité modérée, d'un point de vue pratique, c'est qu'en sismicité faible, on est a priori autorisé à faire un dimensionnement qui est parfaitement élastique. On peut évidemment toujours passer à un dimensionnement ductile, autrement dit un dimensionnement en classe de ductilité modérée, mais là le choix est a priori totalement libre, tandis qu'en sismicité modérée, l'Eurocode 8 recommande explicitement l'application de la classe de ductilité modérée. C'est un point qui fait énormément débat, notamment dans les interactions avec les organismes de contrôle, parce que signifie exactement recommander? Est-ce obligatoire, sauf si on peut justifier qu'on peut s'en passer? Est-ce que c'est complètement au choix du concepteur? À ce moment-là, en fait, il prend ses responsabilités. Vu le contexte belge, on est plutôt dans l'état d'esprit de considérer que la recommandation
est une recommandation indicative et que, a priori, on peut aussi, en sismicité modérée, dimensionner en DCL, sauf si vraiment on se retrouve face à des problèmes. Et d'ailleurs, dans l'exemple de calcul qui va être présenté par Steve juste après ma présentation, en fait, il a repris exactement le même exemple que celui qui était présenté précédemment, mais dimensionné selon l'hypothèse d'un dimensionnement DCL de la structure, qui est l'approche normale telle qu'on la suivrait en Belgique. Juste pour information, en fait, si on se trouve dans, pour un bâtiment de classe d'importance 1, donc bâtiment ordinaire, voici en fait le résultat du zonage, autrement dit la zone 0, qui est en fait le sud de la province de Luxembourg, n'est a priori pas active, et donc très peu active, et donc la sismicité est d'office considérée comme très faible. La partie principale du pays, pour des sols de conditions normales, est également considérée comme non sismiquement active. Et on a alors la zone du Hainaut et toute la face est du pays, donc à la frontière allemande et la frontière du sud du Pays-Bas, où là on se retrouve dans une zone qui, selon les classes de sol, va être soit faible, soit modérée. Donc, petite remarque en passant, vu le niveau d'accélération dont on parle, l'obligation de vérifier au séisme telle qu'elle est imposée par le Code 8 ne veut pas forcément dire que le séisme est dimensionnant. Il y a des effets de masse de structure, l'effet de l'importance des charges de vent, évidemment, qui vont jouer, mais il y a obligation, selon la norme, au minimum de vérifier. Maintenant, j'en viens à certains aspects, plus avec alors, une vision superstructure sur ce qui peut se passer en dessous. Et bon, on vous a déjà parlé abondamment de l'interaction cinématique. J'avais prévu ici un petit résumé, mais vous en savez déjà assez, je pense, avec ce qui a été dit auparavant. Au niveau de l'évaluation des effets de l'interaction cinématique sur le dimensionnement des superstructures, là, je regarde un peu les choses à l'envers par rapport à tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Ce que le Code vous dit, c'est, et ça a été rappelé aussi dans la présentation précédente, c'est qu'il n'y a obligation de prendre en compte l'interaction que dans un cadre très particulier et assez limité, qui est la sismicité modérée, un sol de profil stratigraphique D ou pire, et des couches successives de rigidité différentes, telles que les rapports des modules G soient supérieurs à 6. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, comme concepteur superstructure, vous pouvez vous contenter d'un calcul classique, évidemment avec charge horizontale, ce qui complique un peu la donne par rapport aux calculs normaux de Pieux, mais qui peut simplifier l'analyse au niveau de la superstructure. Au niveau des interactions inertielles, maintenant, le rôle principal de l'interaction inertielle, on l'a vu aussi dans une des présentations précédentes, enfin des effets plutôt principaux, c'est que ça va vous diminuer les actions. Donc d'un point de vue dimensionnement de superstructure, c'est favorable. Donc dans l'absolu, on pourrait toujours négliger les interactions sol-structure, sauf exceptions, et les exceptions en fait sont liées au fait que l'interaction sol-structure va vous induire de la déformabilité supplémentaire dans le système global, donc dans le système globalisé structure plus sol, et donc dans les superstructures qui sont sensibles au déplacement, et donc qui sont donc résumées ici par le Code, il devient obligatoire de vérifier avec l'interaction sol-structure. Alors il s'agit ici en particulier des structures où les effets de second ordre, donc les effets P delta vont être importants, parce que vous maximisez les deltas, en fait, donc vous allez maximiser vos moments de second ordre. C'est aussi le cas pour les fondations massives ou profondes de type silo ou caisson offshore. C'est le cas des structures élancées et c'est le cas des structures classées comme fondées sur sol très mou. Alors sol très mou, c'est minimum S1, c'est-à-dire les classes particulières et pas les 5 classes ABCDE classiques. Si vous sortez de ce cadre, vous pouvez, comme concepteur superstructure, simplement faire un calcul en supposant une liaison rigide du bâtiment sur le sol. On a vu évidemment dans la présentation précédente qu'une fois qu'on commence à regarder ce qui se passe en infrastructure, évidemment ça peut complètement changer la vision des choses. Donc la pratique, et là je reviens vraiment à la pratique belge telle que je la connais via des consultances et des expertises que j'ai été amené à faire, c'est que de manière quasi systématique, pour les bâtiments courants construits sur sol ordinaire, l'interaction sol-structure est purement et simplement négligée.
Et si on se retrouve dans des sols de type S1 ou S2, là il faut passer à des études spécialisées. C'est certainement le cheval de bataille de certains d'entre vous ici, spécialisés justement dans ce type d'interaction. Sachant, petite remarque en passant, que ça c'est une prescription de l'Eurocode, l'analyse de l'interaction sol-structure doit couvrir raisonnablement le domaine des valeurs possibles des paramètres de sol. Autrement dit, le calcul ne peut pas être univoque. Le calcul doit être fait en considérant la variabilité et au moins la sensibilité de la réponse. Un autre point qui a déjà été mentionné, donc je ne vais pas m'attarder dessus, c'est lié au calcul des sollicitations qui doivent passer à la fondation. Autrement dit, comme rappelé précédemment, les effets transmis à la fondation doivent être établis sur base d'un raisonnement, d'un dimensionnement en capacité par rapport à la superstructure. Donc autrement dit, l'infrastructure doit être plus résistante que la superstructure. Donc on ne se base pas uniquement sur les résultats directs de l'analyse. Donc on a ces coefficients de surrésistance à utiliser, sachant que les valeurs sont plafonnées à celles correspondant à l'hypothèse du comportement élastique de la structure, ce qui est aussi une des raisons pratiques pour lesquelles, dans les zones de sismicité faible à modérée comme la Belgique, on peut se contenter en cas il est plus simple de passer par un dimensionnement type DCL, parce qu'à ce moment-là, on peut faire un calcul sur base des efforts élastiques directement issus de l'analyse. Au niveau des modes de résistance offerts par la fondation, c'est peut-être un complément à la présentation sur les fondations superficielles de ce matin. Le transfert global d'efforts de la superstructure à la fondation va en fait dépendre du type de système utilisé en superstructure. Si vous travaillez en stabilisation par des systèmes portiques, des ossatures, des murs, des noyaux centraux type cage d'ascenseur ou cage d'escalier, le transfert d'efforts ne se fait pas de la même façon. Au final, le résultat doit toujours être évidemment le même. On doit se récupérer à la base un moment de basculement et un effort tranchant, plus évidemment le poids propre. Donc, ces efforts doivent être équilibrés par une série de modes de résistance offerts par l'infrastructure, qui sont les frottements aux interfaces béton-sol, les frottements latéraux des faces de fondation et éventuellement la butée. C'est une remarque aussi en passant, ce que l'Eurocode 8 n'autorise pas, c'est un cumul de l'ensemble, parce que ces phénomènes sont associés à des déplacements relatifs des éléments qui ne sont pas compatibles. Vous avez besoin de plus de déplacements pour mobiliser une butée que pour mobiliser un frottement. Donc, ce que le code vous dit, c'est qu'en situation ordinaire, vous pouvez combiner, mais seulement sur une fraction de la résistance en butée. Même type de raisonnement pour la reprise des moments. Je ne vais pas m'attarder sur les détails ici dessus. Je ne sais pas exactement combien de temps j'en ai. Ok, ça va. Je vais insister ici sur ce point-ci particulièrement parce que là on est dans un point où la jonction entre la superstructure et l'infrastructure peut devenir critique. J'ai abordé précédemment le fait qu'on peut choisir dans la plupart des cas entre un dimensionnement de type élastique ou un dimensionnement de type dissipatif, donc autrement dit un dimensionnement DCL ou DCM. Au niveau de la fondation, il est évidemment plus intéressant de passer par un dimensionnement DCM. Et là, j'ai en tête une série de cas que j'ai eu l'occasion de discuter avec certains bureaux d'études récemment, où en fait, au niveau de la superstructure, au niveau donc de dimensionnement des voiles, des dimensionnements des portiques de résistance, le choix d'une approche DCL ou d'une approche DCM, vu les niveaux d'accélération belge, ne pose absolument aucun problème. On peut très bien dimensionner avec un dimensionnement élastique sans que ça change quoi que ce soit. Par contre, la fondation devant être dimensionnée par rapport
à la résistance réelle de la structure, il y a une série de cas où, si on dimensionne en DCL, les efforts au niveau des fondations ne sont plus suffisants. Et par exemple, là où on peut, par exemple, a priori, en situation statique, envisager une structure fondée sur faux puits, c'est-à-dire incapable de reprendre des efforts de traction, si le moment de renversement que vous récupérez de la superstructure devient plus important, on crée des zones de traction dans des zones a priori on n'a pas de traction attendue en situation normale, et donc obligation de changer de système de fondation. Donc de passer d'une fondation de type pure compression à une fondation qui doit prévoir des ancrages en traction. Et rien que pour ces effets-là, il peut être intéressant de passer à un dimensionnement de type ductile. Maintenant, il y a des choses qui sont autorisées, d'autres qui ne le sont pas. Et notamment des combinaisons en superstructure et en infrastructure. Ce que le Recode 8 autorise, c'est de la dissipation en superstructure, point à la ligne. Il y a cette petite exception qui a été rappelée de la rotule plastique en tête de pieu, qui fait quelque part la transition entre la superstructure et l'infrastructure, mais c'est le seul point sur lequel il y a une tolérance au niveau de l'Eurocode. A priori, on pourrait envisager, et c'est en ça que peut-être l'approche belge est un peu plus flexible, de déroger à l'Eurocode 8 pour autant qu'on puisse prouver que ça ne pose pas de problème, et d'envisager des solutions de type dissipatif en infrastructure. Et j'ai juste montré ici un exemple très simplifié. Si vous avez simplement une semelle de fondation ponctuelle en pied de poteau, la situation normale, c'est la formation de rotules plastiques au niveau du pied de poteau, mais a priori, on pourrait envisager des rotules plastiques au niveau de la semelle de fondation elle-même. La quantité, l'efficacité en termes de dissipation d'énergie est relativement équivalente. Mais a priori, ceci n'est pas autorisé par l'Eurocode 8, principalement à cause d'une question de possibilité de vérification à post-sismique. Donc, s'il se passe quelque chose, quel est l'état après, quelle est la stabilité du bâtiment, c'est moins évident. Donc, mais a priori, ceci pour autant que ça puisse être prouvé comme étant efficace et contrôlé, l'approche non réglementaire, enfin, non réglementarisée belge permet un peu plus de flexibilité. Oui, encore deux dernières remarques qui sont aussi liées à des carrières sur lesquelles on a été amené à travailler. Ça sera une configuration dont personne n'a encore parlé jusqu'à aujourd'hui. Si vous avez la couche de transition entre sol mou et sol dur qui est inclinée, en fait, vous allez, en posant les pieux, vous créez des différences de raideur. Et en créant des différences de raideur liées non pas à la qualité des pieux, ni même du sol, mais simplement à la longueur du pieu, vous créez des effets de torsion. Alors, pourquoi pas, mais c'est extrêmement difficile à quantifier et ça reste, je pense, assez dangereux comme système, mais ce sont des situations qui peuvent exister. Et je terminerai avec encore quelques exemples. Donc ici, une situation réelle aussi d'un voile sans infrastructure de fondation digne de ce nom, où l'ancrage doit se faire par des dalles. A priori, c'est aussi possible, c'est techniquement pas évident à calculer et certainement pas évident à armer, ce genre de situation. C'est faisable, mais ça a été validé, en fait, dans ce cas-ci, par une modélisation numérique complète, prenant en compte aussi les effets de sol dans la zone autour de la zone d'infrastructure, pour évaluer exactement la flexibilité des systèmes et donc les moments de flexion induits par la superstructure au niveau des dalles de fondation. Et par conséquent, forcément, les pressions sur le sol pour la vérification de la stabilité de la fondation. Simplement un autre exemple d'une possibilité de dissipation en infrastructure, et je terminerai par une toute dernière remarque concernant les grands immeubles, où il est souvent nécessaire de prévoir des joints de dilatation en superstructure. La question qui se pose régulièrement, c'est est-ce que ces joints doivent être prolongés en infrastructure ou pas? En termes de sollicitation sismique, il est évidemment préférable de pouvoir répartir le moment global sur une fondation plus large que sur deux blocs de fondation plus courts. Les contraintes ne sont pas proportionnelles à la longueur. Et donc, à titre d'exemple,
le code sismique algérien, donc on a eu pas mal de projets, notamment avec André Plumier, donc en collaboration avec l'Algérie. Parmi les prescriptions spécifiques au niveau du code algérien, une situation comme celle-ci est interdite. Donc la prolongation des joints sismiques en infrastructure pour des raisons d'évaluation de la sécurité au niveau de la transition infrastructure-sol, donc il y a obligation d'avoir un système complet. Voilà ce que je voulais vous raconter. Donc je vais passer la parole à Stéphane pour la